Il y a des moments dans la vie où la réaction arrive avant la pensée. Quelqu'un dit une phrase banale et tout se serre à l'intérieur. Une absence de réponse, un silence, un regard mal interprété et soudain, ce n'est plus l'instant présent qui parle. C'est disproportionné, intense, comme si quelque chose d'ancien venait de se réveiller sans prévenir. Psychologiquement, on pourrait dire que le cerveau émotionnel a pris le relais, mais en réalité, ce n'est pas l'événement qui fait mal, c'est l'endroit qu'il touche. Un endroit formé bien avant que nous ayons les mots pour le comprendre. Bienvenue dans l'épisode 38 de Trouve ton flow, ton podcast préféré qui t'accompagne pendant que tu marches, tu conduis, tu ranges, tu cuisines ou tu as un moment pour respirer. Et transforme ce temps du quotidien en un espace conscient de psychologie incarnée et de sagesse intérieure. Aujourd'hui, on poursuit naturellement ce que nous avons ouvert dans l'épisode précédent. Après avoir parlé des contrats d'âme, de ces liens puissants qui viennent activer quelque chose de profond en nous, il est temps de regarder ce qui la réveille vraiment. Parce que si certains liens nous marquent autant, ce n'est pas un hasard. Ils viennent toucher des zones sensibles, anciennes, parfois invisibles. Aujourd'hui, on va parler des blessures d'âme. On va pas en parler comme un concept New Age flou, mais non plus comme une étiquette pour se définir, mais comme une grille de lecture psychologique, émotionnelle et symbolique pour comprendre pourquoi certaines situations nous affectent plus que d'autres. Pourquoi on réagit parfois comme si tout se jouait là maintenant, alors que la scène est bien plus ancienne. Les blessures d'âme ne sont pas des défauts. Une blessure d'âme n'est pas quelque chose à réparer car c'est quelque chose de cassé en toi. Ce n'est pas une faille non plus, c'est une adaptation du système nerveux et du système émotionnel pour survivre. À un moment donné, souvent très tôt, ton système a appris à suivre, à survivre émotionnellement. Il a créé des stratégies, se couper, s'accrocher, se suradapter, se durcir, se rendre invisible. Tout cela, ce sont des stratégies qui ont peut-être fonctionné. Elles t'ont protégé, mais ce qui protège à un moment peut enfermer plus tard. D'un point de vue psychologique, on pourrait parler de schémas précoces, des schémas précoces d'attachement, de mécanismes de défense. Le langage de l'âme parle, lui, de blessures. Les deux décrivent la même chose sous des angles différents. Alors, pourquoi parle-t-on de blessure d'âme? Parce que ces empreintes ne concernent pas seulement le mental. Elles touchent l'identité profonde. Elles influencent la manière dont tu aimes, dont tu te fais aimer, dont tu demandes, dont tu reçois et dont tu refuses l'amour. Elles colorent ta relation au monde. Une blessure d'âme, ce n'est pas forcément un traumatisme. Ce n'est pas toujours un choc violent. Parfois, c'est une absence, un manque de regard, une insécurité diffusée, une sensation répétée de ne pas être assez ou trop ou jamais au bon endroit. Pour simplifier cet épisode et te donner aussi un takeaway prêt à digérer, on va parler brièvement des 5 blessures principales. Dans beaucoup de traditions contemporaines, on parle de 5 grandes blessures de l'âme. Elles ne sont pas des cas rigides, on peut en porter plusieurs, mais souvent, une ou deux dominent. La première, c'est la blessure du rejet. Elle naît très tôt. Elle crée un sentiment profond de ne pas avoir sa place. La personne développe souvent des stratégies d'effacement, d'isolement ou au contraire une quête intense de reconnaissance. Psychologiquement, cela se traduit par une peur de déranger, une difficulté à recevoir et un besoin de contrôle intérieur très fort. Et comme on est mardi aujourd'hui, cet épisode est axé sur la psychologie. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'illustrer ces blessures ou ces schémas psychologiques afin de mieux les comprendre, les assimiler et méditer dessus. Donc le but n'est jamais de classer ou justifier, bien le comprendre. Ça va nous donner des perspectives un peu plus élargies car tout changement commence par une prise de conscience. Et pour donner un exemple sur la blessure du rejet, je l'ai illustré dans une enfant
elle a senti très tôt qu'elle doit être facile pour être acceptée. Adulte, au travail, elle a une idée brillante en réunion, mais ne la partage pas. Elle se dit intérieurement, ce n'est pas si important. Quelqu'un d'autre le dira mieux. Quand son idée est reprise par un collègue, elle ressent un pincement silencieux mêlé de soulagement et un peu de tristesse. Elle préfère disparaître que risquer de ne pas être validée. Dans ses relations, elle peut s'éloigner avant même que l'autre ne le fasse, comme si partir en premier faisait moins mal que d'être mise de côté. C'est ce qu'on appelle la blessure du rejet. Et comme vous avez vu, elle se manifeste dans différents aspects, volets de notre vie, pas que dans les relations, mais aussi dans le côté professionnel, avec nos proches, nos amis et même notre relation à nous-mêmes. Passons à la deuxième. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Elle se manifeste par une peur de la séparation, de la solitude, du vide relationnel. Elle crée souvent de la dépendance affective et de l'hyper-attachement ou une difficulté à être seul sans se sentir perdu. L'autre devient un repère émotionnel. Et une situation pour illustrer cette blessure serait dès qu'une relation commence à compter, l'angoisse s'installe. Si un message reste sans réponse quelques heures ou quelques minutes, l'imagination s'emballe. Il s'éloigne. Je vais me retrouver seule, il va me quitter, je suis pas assez bien, etc. Donc, cette personne peut alors surdonner, multiplier les attentions, les efforts, ou au contraire provoquer des tensions pour vérifier que l'autre tient encore. Donc tout ça en recherchant de l'attention et le besoin d'être rassuré. Être seul un dimanche pour cette personne lui semble vide, presque insupportable, non pas par manque d'activité, mais par peur du silence émotionnel que cela réveille. C'est la blessure d'abandon. D'une manière ou d'une autre, nous allons, et vous allez suivre au fur et à mesure de ces blessures, vous allez voir qu'on peut s'identifier dans plusieurs blessures. On avait dit que c'était le cas et que nous sommes des êtres complexes. On rentre pas dans des cases, on se crée nos propres espaces. Donc si tu vois que plusieurs résonnent avec toi, rassure-toi. C'est le cas pour la plupart des personnes, moi compris. Mais on avait dit qu'il y avait principalement une ou deux blessures principales qui surgissent ou qui prennent le dessus à chaque fois. Passons à la troisième. La troisième, c'est la blessure d'humiliation. Celle-ci touche la honte, au corps, au droit d'exister pleinement, aux pensées, à la façon d'être, à ses préférences, ses orientations. Ici, les personnes développent souvent une grande capacité de service, parfois jusqu'à l'auto-effacement. Elles portent beaucoup pour les autres, mais ont du mal à demander pour elles-mêmes. Et on reconnaît ces personnes car cette personne, elle est celle sur qui tout le monde peut compter, au travail comme en famille. Elle aide, soulage, prend en charge, on l'appelle pour les urgences, pour dépanner. Elle doit dire oui presque automatiquement et tout le temps. Mais lorsqu'il s'agit de demander de l'aide pour elle-même, quelque chose se bloque. Elle minimise ses besoins, s'excuse presque d'exister. Dans son intimité, elle peut ressentir de la honte autour de son corps, de ses désirs, de ses besoins, de ses envies, comme si prendre trop de place était indécent. La blessure d'humiliation fait en sorte que nous réticents. On ne veut pas prendre trop d'espace, on ne veut pas être vu, et on est très dans le jugement, l'auto-jugement et l'auto-critique. On vit avec cette comme une crampe dans le bas du ventre d'humiliation ou de honte ou de dégoût parfois. Reste avec moi, donc je suis en train d'expliquer et on essaye de comprendre les situations. On est là à se mettre dans le siège de l'observateur, s'observer soi-même, se rappeler de certaines de ces situations, les analyser d'un œil neutre dans l'observation et l'autocompassion. Passons à la quatrième, c'est la blessure de trahison. Aïe, aïe, aïe. Cette blessure crée une hypersensibilité à la loyauté, au respect
et à la parole donnée. Elle génère souvent des personnalités fortes, contrôlantes, méfiantes. Le cœur veut faire confiance, mais le système nerveux reste en alerte. Cette blessure installe une vigilance permanente. La personne écoute tout, observe tout, analyse les micro-signaux. Un retard, un changement de temps, une promesse floue ne sont jamais anodins. Là où d'autres passent à côté à autre chose ou à côté de quelque chose, son système nerveux enregistre une alerte, pas forcément consciente, mais immédiate. La loyauté devient une valeur non négociable. La parole donnée a presque un poids sacré parce qu'à un moment de sa vie, une confiance accordée a été rompue. Alors, elle apprend à ne plus laisser le hasard décider. Elle anticipe, elle contrôle, elle pose des cadres, non pas, non pas par besoin de dominer, mais pour éviter de revivre l'insécurité d'une trahison passée. Ces personnalités paraissent fortes, parfois dures. Elles savent décider, diriger, tenir une position. Elles détestent l'ambiguïté et les zones grises. Tout doit être clair, nommé, assumé et rassuré. Quand ce n'est pas le cas, la méfiance prend le relais. Le corps se tend avant même que l'esprit n'ait formulé un doute. Le paradoxe, c'est que le cœur aspire profondément à la confiance. Il voudrait se déposer, se reposer et croire et enfin se relâcher. Mais le système nerveux, lui, reste en alerte maximale. Il scanne pour détecter la moindre incohérence, prêt à reprendre le contrôle à la première faille. C'est souvent là que naissent les conflits relationnels. L'autre se sent surveillé ou étouffé, tandis que la personne blessée se sent en danger sans toujours avoir à l'expliquer. Dans l'intimité, cette blessure peut créer des tests inconscients. On observe si l'autre tient ses engagements, s'il choisit vraiment, euh, s'il fait ce choix vraiment, c'est conscient, s'il est constant. La confiance n'est jamais donnée d'un coup. Elle est fractionnée, conditionnelle et réversible. Et pourtant, quand elle est réellement établie, elle est d'une fidélité et d'une puissance rare. Derrière le contrôle, il y a une peur simple et très humaine, celle de remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un qui pourrait à nouveau le briser. Guérir cette blessure ne consiste pas à faire aveuglement confiance, mais à apprendre à réguler l'alerte intérieure pour que le présent ne soit plus confondu avec le passé. Une situation ici de la vie serait une personne qui accorde difficilement sa confiance, mais quand elle le fait, c'est total. Si une promesse n'est pas tenue, même sur un délai, la réaction est intense. Colère, fermeture, besoin de reprendre le contrôle. Dans un couple ou une collaboration, ce genre de personne aime tout contrôler, anticiper, excusez-moi, ce genre de personnes, les personnes qui ont ce genre de blessure, la blessure de la trahison. Une personne avec cette douleur dit souvent je préfère me débrouiller seule, non pas par indépendance joyeuse, mais parce que déléguer ou croire expose à la déception. La blessure de la trahison touche profondément les cœurs et les relations. Et elle est très souvent amenée par un sentiment d'injustice envers pas la personne qui subit les conséquences de cette blessure, mais aussi l'autre personne en relation ou en couple. Car c'est injuste de devoir payer ce que l'autre les failles de l'autre, ou ce que l'autre a causé. Et guérir ces blessures, on le fait pour nous, mais aussi on le fait pour les gens et les personnes qu'on aime, car ça vient affiner notre instrument d'amour, celui qui nous permet de donner et d'en recevoir. Et on en parlera après quand on va parler des langages de l'amour. Et au fait, tout cela vient juste affiner notre style, nos perceptions, mais aussi notre capacité à aimer et à être aimé en retour. La cinquième blessure, c'est la blessure d'injustice. Elle est liée au sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Elle engendre souvent du perfectionnisme, une rigidité intérieure, une difficulté à ressentir et exprimer les émotions.
La personne se construit par la performance et le contrôle. Cette blessure s'installe quand l'amour, la validation ou la sécurité semblent conditionnés à la performance. Très tôt, la personne comprend que pour être vue, respectée ou aimée, elle doit être irréprochable. Alors elle s'élève, elle se tient droite, elle serre les dents, elle apprend à ne pas se plaindre, à ne pas montrer de failles, à faire mieux que ce qu'on attend d'elle. Être forte devient une identité, pas un choix. Le perfectionnisme n'est pas un caprice ici, c'est un mécanisme de survie. Chaque erreur est vécue comme une menace pour la valeur personnelle. Il y a une rigidité intérieure, une discipline presque militaire qui laisse peu de place à la spontanéité. Les émotions sont ressenties mais retenues. Ressenties trop, ou pas assez, ou figé, ou anesthésié. Donc, pour cette personne, ressentir trop, c'est risquer de perdre le contrôle. Alors, on intellectualise, on rationalise, on avance par objectif plutôt que par ressenti. Dans les relations, cette blessure se traduit souvent par une difficulté à recevoir les compliments ou les cadeaux ou les gestes gentils. Donc ici, la réception met mal à l'aise. L'aide aussi. Montrer une vulnérabilité donne l'impression de perdre sa dignité. La personne peut paraître froide ou distante, alors qu'en réalité, elle est profondément sensible, mais protégée par une armure de maîtrise. Un cas pour illustrer la blessure de l'injustice, c'est que c'est la personne qui a appris très tôt que la valeur vient de l'effort. Elle est sérieuse, performante, fiable, on la félicite pour ce qu'elle fait, rarement pour ce qu'elle ressent. Résultat, cette personne fonctionne beaucoup et ressent peu. Quand une situation est injuste ou floue, elle se crispe intérieurement. Les émotions lui semblent désordonnées, presque dangereuses. Elle peut paraître froide ou distante alors qu'à l'intérieur, une grande sensibilité est simplement mise sous contrôle. Cette blessure a aussi beaucoup à voir avec la blessure du féminin. Quand le féminin est trahi, on développe cette blessure et on crée cette armure où on surdéveloppe notre aspect masculin, le yang en nous qui est dans l'action, la performance, le faire, et ça crée un effacement pour notre côté yin qui est plus dans le ressenti et l'être, et on commence à accorder notre valeur, notre raison d'exister à notre performance, à ce qu'on fait, à ce qu'on fournit, à ce qu'on produit, à ce qu'on apporte. C'était les 5 blessures d'âme. On a vu la blessure on a commencé par la blessure de l'abandon, après le rejet, pardon, après l'abandon, l'humiliation et la trahison. Et je crois qu'il me manque une blessure. On avait dit le rejet, l'abandon, l'humiliation et la trahison. Voilà, ça fait 5. Et là, voyons, je voudrais vous proposer encore une fois, parce que c'est un épisode technique axé sur la psychologie. Maintenant que vous avez une sorte de framework, vous avez fait votre exercice d'auto-évaluation, ça vous a apporté peut-être un point de vue d'un angle différent. Vous êtes peut-être identifié à une ou d'autres, plusieurs de blessures. Voyons voir comment on peut mieux vivre avec ça. Quand je dis mieux vivre, c'est intégrer, c'est accepter, et la guérison, qu'elle soit émotionnelle ou psychologique, est la conséquente de cela. Un point important à rappeler est que les blessures d'âme ne s'activent jamais seules. Elles se réveillent dans la relation. C'est pour cela que certains liens sont si intenses. Ils viennent appuyer exactement là où ça fait mal. Pas pour nous punir, mais pour nous rendre conscients. Ce que tu appelles une relation toxique est souvent une relation miroir. Elle te montre la blessure encore active. Tant que la blessure n'est pas reconnue, la relation se répète sous d'autres formes. Et je tiens aussi à préciser un point, la différence entre les blessures d'âme et les traumatismes ou le trauma. C'est important de faire la distinction.
Un trauma est un événement qui dépasse les capacités de régulation du système nerveux. Une blessure d'âme est une empreinte relationnelle plus diffusée, parfois cumulative. On peut avoir une blessure sans trauma majeur et on peut avoir un trauma sans qu'il devienne une blessure d'âme dominante. Les deux peuvent coexister, mais ils se guérissent pas de la même manière. Et là, tu vas me dire, alors, comment les guérir? Comment commencer à guérir ces blessures d'âme? La guérison ne passe pas par la suppression de la blessure. Elle passe par la conscience, par l'observation de ses réactions et par l'autocompassion. Un terme un peu plus concret serait la régulation du système nerveux. Et cela se fait par le bien des relations plus conscientes. Psychologiquement, cela peut passer par la thérapie, le travail somatique, l'écriture, le corps. Et spirituellement, cela peut passer par l'accueil, la présence, la réconciliation intérieure et parfois le travail transgénérationnel. On ne guérit pas une blessure d'âme en la combattant, on la guérit en cessant de s'identifier à elle. Et là, si tu es prête, on va faire un petit tour pour essayer de voir, mieux comprendre et apporter de l'autocompassion à ces blessures. Commençons par la première, celle du rejet. Ici, la personne apprend à se faire petite, à anticiper les attentes, à disparaître avant d'être rejetée. Elle peut devenir très indépendante, ce qu'on appelle l'hyper-indépendance, très intérieure, parfois brillante intellectuellement, mais coupée de son besoin de lien. À l'inverse, certains développent une quête intense de reconnaissance, cherchant sans cesse à prouver qu'elles méritent d'exister. Le système nerveux fonctionne en mode de retrait. Moins je suis visible, moins je risque la douleur. Guérir la blessure de rejet commence par réhabiter sa place. Pratique clé, on a le travail d'ancrage et de l'incarnation. Tout ce qui ramène dans le corps est essentiel. Yoga lent, marche consciente, respiration dans le bassin. Le corps doit sentir qu'il a le droit d'être là, ici, maintenant. Un exercice émotionnel serait exprimer des préférences simples. Dire j'aime, je n'aime pas. Même pour des choses banales. Cela rééduque le droit à l'existence subjective. Un type professionnel aussi pour guérir la trahison ou la blessure du rejet serait d'oser d'être vu sans se justifier, parler sans s'excuser d'exister, observer que le rejet redouté n'arrive pas ou qu'il n'est pas mortel. Aussi, un petit tip, si tu t'identifies à cette blessure, observe combien de fois tu t'excuses par jour. C'est limite un réflexe et c'est un automatisme. Tu t'excuses pas. Une personne te percute et tu t'excuses, toi. Donc, si tu t'es identifié à cette blessure, ton exercice pour aujourd'hui est d'observer sans vouloir changer ou arrêter, mais observe combien de fois tu t'excuses et pour quel genre de choses. Ça peut être, parfois on a souvent besoin de s'excuser, mais pas tout le temps. Anyway, dans la blessure du rejet, la guérison passe par une vérité simple mais radicale. Ta présence n'est pas conditionnelle. Revoyons la blessure de l'abandon, comment la guérir. Donc, cette blessure se forme lorsque la sécurité affective a été instable. Présence puis absence, chaleur puis distance, l'amour a été vécu comme imprévisible. Le cœur apprend alors que le lien peut disparaître à tout moment. Psychologiquement, cela crée une peur du vide relationnel. La personne s'attache vite, fort, parfois trop. Elle peut se suradapter, se rendre indispensable, confondre l'amour et fusion. Et, et pour cette personne, être seule devient angoissant. Non pas par faiblesse, mais parce que le système nerveux associe solitude à danger. L'autre devient une régulation émotionnelle externe quand il s'éloigne, tout s'effondre à l'intérieur. Guérir la blessure d'abandon, c'est apprendre à être un lien pour soi-même. Les pratiques clés consistent à construire des rituels de sécurité interne.
Régulation, l'autorégulation ou des heures de régularité, c'est-à-dire des heures prévisibles ou les routines, quoique les routines ont un pouvoir très important sur la sécurité intérieure du système nerveux car ça donne une certaine prévisibilité sur l'avenir proche et c'est une manière de s'auto-rassurer. Les pratiques répétitives aussi, les routines qui créent de la constance et par la suite créent des résultats. Cela construit la confiance en soi et la foi, donc self-belief, croire en soi. Le corps et le système nerveux ont besoin de prévisibilité. Un exercice émotionnel ou quelques exercices émotionnels seraient de rester avec l'inconfort de la solitude quelques minutes de plus chaque fois. Respirer, sentir, ne pas fuir immédiatement vers la distraction ou l'autre. Et la distraction peut être le fait de prendre son téléphone, indulger dans certaines substances, la nourriture, les boissons. Donc tout ça, c'est des mécanismes de fuite. Apprendre à les reconnaître et rester avec l'inconfort à chaque fois que tu te sens seul ou que tu ressens cette angoisse monter, au lieu de partir vers ton réflexe, prendre ton téléphone ou consommer quelque chose, reste avec. Et c'est ça, ressentir. C'est pas chouette, c'est pas très agréable au début, mais le plus on apprend à rester avec, le plus ça s'adoucit. Au final, toutes ces blessures, c'est des parties de toi qui sont immatures. C'est comme les enfants qui demandent juste de l'attention et être vus. Et ça rentre aussi dans le cadre de l'autoparenting. Être, devenir ou redevenir, ou créer son propre parent intérieur. Ici, continue donc avec la blessure de l'abandon. J'avais dit que quelques types relationnels pour guérir ça, c'est ralentir l'attachement. S'observer en relation, on a tendance à s'emballer, le love bombing. Et ici, on voudrait ralentir, observer les élans sans agir tout de suite. Apprendre que le lien n'a pas besoin d'être constant pour être réel. On peut très bien avoir des liens, des relations, des amitiés et des amourettes à distance sans avoir de date, que ce soit de date de péremption ou de date d'usage. C'est une personne qui existe ici, ça apporte énormément vers l'instant présent. Apprendre à vivre et retrouver la joie de vivre de l'instant présent. Ça ne veut pas dire que les relations ne sont pas sincères ou réelles, c'est juste qu'elles sont ainsi des croisements, des contrats d'âme, les accueillir et les relâcher quand il est temps de partir. La guérison de la blessure d'abandon s'installe quand la personne sent profondément, même si l'autre part, je reste. Pour guérir la blessure de l'humiliation, on avait dit que cette blessure touche à la dignité profonde. Elle n'est quand l'expression naturelle, donc le corps, les émotions, les besoins, a été rabaissé, ridiculisé ou trop contrôlé. Le message intégré est ce que je suis est trop pas correct ou pas acceptable. Psychologiquement, cela crée une honte diffusée. La personne apprend à se mettre au service, à porter, à aider, parfois jusqu'à s'oublier. Elle devient forte pour les autres, utile, indispensable. Mais demander devient difficile, recevoir aussi. Le plaisir peut être teinté de culpabilité. Le corps est souvent un lieu sensible. Rapport compliqué au poids, à la sensualité, au droit de jouir. Guérir la blessure d'humiliation, c'est réconcilier plaisir et légitimité. Quelques pratiques clés, c'est le travail corporel doux et respectueux, les mouvements longs, l'automassage, les pratiques somatiques qui réinstallent la sécurité dans le corps et les pratiques tantriques aussi, les pratiques tantriques, ce qu'on appelle le tantra blanc, solo, ou le tantra rouge en couple. Quelques exercices émotionnels, c'est demander de l'aide pour de petites choses. Même si on peut le faire toute seule, même si on y arrive, ça ne va pas déranger les autres. Et très souvent, dans cette blessure, on a tendance à se surpresser et sous-estimer son entourage. Très souvent aussi, on est entouré de belles personnes qui nous aiment et qui sont là, on sera ravis d'apporter notre aide. Un autre exercice émotionnel serait de supporter l'inconfort sans se dévaloriser. Des types au quotidien seraient de s'autoriser consciemment du plaisir sans le mériter. Juste parce que c'est bon, parce que c'est ainsi, prendre une sieste. Et surtout, avec cette blessure, l'humiliation, on commence à développer
mécanisme de se cacher. Si c'est trop bon, on doit manger en cachette, on ne doit pas montrer aux autres qu'on est en train de se reposer. Si je suis en train de faire une sieste et j'entends une personne rentrer, je me réveille de suite et je fais genre je suis occupée ou en train de faire quelque chose. Donc c'est la blessure d'humiliation en mode automatique. La prochaine fois que tu te rattrapes à faire ça, accueille-le avec conscience, félicite-toi parce que tu t'en es rendu compte, tu t'es mise dans le siège de l'observatrice et là, tu as pu observer tes schémas répétitifs et choisis autrement. C'est là où la guérison commence et se manifeste. Elle se manifeste quand la personne comprend que servir n'est plus une dette, mais un choix. Passons à la cinquième et dernière blessure, la blessure d'injustice. Cette blessure s'installe quand l'amour et la reconnaissance semblent conditionnés à la performance. Donc très tôt, ces personnes apprennent que pour être respectées, elles doivent être fortes, justes et irréprochables. Donc cette personne-là développe une discipline intérieure, une exigence élevée, une maîtrise émotionnelle importante. Psychologiquement, cela crée une rigidité. Les émotions sont contrôlées, parfois coupées, la vulnérabilité est aperçue comme une faiblesse. La personne peut sembler froide ou distante, alors qu'elle est en réalité profondément sensible, mais protégée par le contrôle. La valeur personnelle est liée au faire, pas à l'être. Guérir la blessure d'injustice, c'est relâcher sans s'effondrer. Quelques pratiques clés seraient de l'espace sans objectif, des activités où il n'y a rien à réussir, le faire pour le faire. Et ça, je le dis très souvent à mon amie qui adore cuisiner. Elle adore cuisiner pour les autres, elle cuisine très bien, on mange très bien chez elle, mais elle a accordé une pression à cela. Si l'autre n'aime pas, non, on peut pas aimer, c'est bon, mais n'exprime pas assez sa reconnaissance ou son plaisir, cela la frustre. Donc, cela laisse donc c'est un autre, moi ce que je dis souvent, une pratique serait de cuisiner pour cuisiner sans détache-toi complètement du rendu ou du résultat. Mais si on apprend à laisser le mental, la créativité ou le corps s'exprimer pleinement et exprimer l'imperfection en sécurité. Un autre exercice émotionnel serait de nommer une émotion par jour sans l'analyser ni la corriger. Aujourd'hui, je me sens frustrée. Aujourd'hui, je me sens jalouse. Aujourd'hui, je me sens c'est ainsi. Quelques types relationnels seraient de recevoir sans minimiser. Accepter un compliment, une idée, un soutien. La guérison commence quand la personne intègre que la valeur précède l'effort. Ces efforts ou ces blessures ne sont pas des défauts. Ce sont des adaptations intelligentes à des contextes émotionnels difficiles. Les guérir ne consiste pas à les effacer, mais à les remercier, puis à choisir consciemment autre chose. Quand la conscience rencontre le corps, la réparation devient possible. Wow. Prenons une grande inspiration et une expiration pour relâcher, accueillir l'intégration et la maturité de tout cela. Car à un certain stade, la blessure devient une porte. Ce que tu as appris à travers elle devient une sagesse, une capacité à comprendre les autres, à créer des relations plus conscientes et à poser des limites plus justes. Et je pense que le monde aujourd'hui a besoin de plus de relations conscientes dans tous les domaines de la vie, que ce soit des relations entre parents, enfants, des relations amoureuses, amicales, professionnelles ou tout simplement des relations humaines. Rappelle-toi aussi que la blessure elle ne disparaît pas toujours complètement, mais elle cesse de diriger ta vie. Aujourd'hui, si tu devais retenir une chose, c'est celle-ci. Tu n'es pas ta blessure, tu es la conscience qui apprend à la reconnaître, à l'honorer et à la transformer. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. On parlera de comment ces blessures se transmettent, comment elles se rejouent dans le corps et comment les transformer concrètement dans la vie quotidienne. Si tu as envie d'aller plus loin,
de pratiquer, d'intégrer, de créer une relation consciente avec ton corps, ton souffle et ton énergie, je t'invite à rejoindre le 6am Flow Club, un espace pour te retrouver, t'ancrer et élever ton bien-être avec constance et douceur. C'est une plateforme de yoga, méditation et pratique holistique en ligne. Ton studio de yoga à partir du confort de ton salon où tu peux nous rejoindre pour pratiquer avec nous tous les jours du dimanche au jeudi 6h30, les week-ends 10h. Il y a d'autres créneaux en after work. Je te laisse toutes les informations pour rejoindre ce mouvement de feminine empowerment. Et rejoins-nous sur le groupe WhatsApp, on va te donner tous les détails. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi et surtout rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que j'y trouve ton flow.